Ce que vous voyez là, c'est une image de Charles Bulls. Charles Bulls est le fondateur de la Ligue de l'enseignement en 1864. La Ligue de l'enseignement a joué un rôle historique extrêmement important pour l'obligation scolaire, pour l'éducation des filles. Et cette Ligue de l'enseignement, qui existe donc depuis 150 ans, et qui s'appelle aussi Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, fêtait ses 150 ans le 8 octobre passé. Et j'avais vu que le philosophe Édouard Delruel allait y faire une intervention sur le thème de pour une école de l'égalité. Et donc je me suis rendue à l'hôtel de ville, assise dans la pompeuse salle gothique, au milieu d'un public extrêmement nombreux et plutôt de mon âge, donc il y avait assez peu de jeunes. Et puis j'ai jeté un coup d'œil sur le programme de la soirée et voilà ce que j'ai découvert. Donc séance académique, 150e anniversaire, etc. Et vous voyez qu'à 18h, il y a Yvan qui prend la parole. À 18h10, il y a Roland. À 18h30, Christian. À 18h40, Jean-Michel. À 18h50, Henri. Et à 19h15, Édouard. En fait, il y a 3 prénoms de femmes. Ce sont les 3 interprètes de l'intermède musical. Alors, le choc. Hein, d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps, la Ligue de l'enseignement avait publié une étude intitulée « Le féminisme et l'enseignement pour une égalité filles-garçons ». Et que par ailleurs, je connais beaucoup de collaborateurs et collaboratrices de la Ligue, avec lesquels j'ai déjà eu des échanges, et je sais tout le travail qu'ils font sur le terrain, où ils intègrent d'ailleurs cette question aussi. Et puis j'ai regardé un petit peu plus attentivement ce programme, et comme vous pouvez vous en apercevoir, tous ces hommes en fait représentent des institutions. C'est le majorat ou c'est la présidence, etc. Et donc évidemment, la Ligue se devait de mettre à l'honneur en préambule des hommes représentant des institutions. Le majorat de la ville de Bruxelles, les présidences des ligues, de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, de la Ligue internationale, de la Ligue française, de l'Action La Ligue, etc. Donc voilà, si aucune femme ne prenait la parole, eh bien c'était tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de femme bourgmestre, ou très peu, et il n'y a pas de femme présidente de conseil d'administration. Mais, coup de théâtre, deuxième coup de théâtre, après quelques mots de bienvenue, le bourgmestre a invité l'échevine de l'instruction publique de la ville de Bruxelles. Elle était assise au premier rang, parmi les spectateurs. Il l'a invitée à monter sur l'estrade et à prendre la parole. Laquelle échevine, deuxième coup de théâtre, a exprimé le désir que pour les 160 ans de la Ligue, elle invite des femmes à la tribune. Et elle a même insinué qu'on aurait pu en trouver d'aussi compétentes que les personnes présentes. Et puis, après une brève intervention, elle était retournée tranquillement s'asseoir parmi le public. Voilà, alors je voulais rendre hommage à l'échevine en question, c'est Faouzia Arish. Et ce que je voulais dire avec ce petit exemple, c'est que j'ai envie d'appeler le geste de cette échevine une intervention culturelle féministe. Je ne sais pas si elle va se reconnaître là-dedans, je vais lui proposer ça, je vais lui envoyer. Une intervention culturelle féministe en ce sens qu'elle ne siège pas à la tribune, elle vient du public, elle émane de la marge, mais elle a une force, parce que Faouzia Arish travaille depuis des années dans le domaine de l'enseignement en tant qu'échevine, et elle a effectivement fait pas mal de travail pour intégrer la question de l'égalité filles-garçons dans l'enseignement. Donc elle a vraiment une force derrière elle, qui sont toutes ces années de travail. Et en dénonçant l'absence des femmes, elle a rendu visible, mais au niveau de tout ce public qui était là dans la salle, ce qui est occulté, l'absence des femmes des lieux de pouvoir, du majorat, des présidences des conseils d'administration, etc., y compris dans le milieu associatif du secteur de l'éducation permanente. C'est le cas de la Ligue. Donc cette anecdote me permet de poser la question qui est au centre de mon exposé. L'enseignement et la culture à l'épreuve du genre. Que se passe-t-il quand l'enseignement et la culture sont interrogés, perturbés par l'irruption de cette question de l'égalité homme-femme? Ou pour le dire en d'autres mots, que se passe-t-il quand l'enseignement et la culture sont questionnés par une pensée et une pratique féministe qui en contestent les normes et les hiérarchies, parce que ces normes et ces hiérarchies oppriment et exploitent les femmes. Et donc comment la prise en compte de ce qu'on appelle le genre, disons l'inégalité des sexes, de leur asymétrie, de leur hiérarchie, donc comment la prise en compte de ce phénomène-là va affecter les 2 domaines que j'ai choisi d'aborder ce soir, à savoir l'enseignement et la culture. Et donc mon hypothèse, c'est qu'à partir du moment où on infiltre
la question du genre dans un domaine quelconque, de réflexion ou d'action, c'est automatiquement enclencher un processus irréversible de transformation sociale et culturelle. Donc plutôt que de vous parler de culture, d'un patrimoine, d'un héritage à préserver, ou d'une culture idéale du genre musée imaginaire de Malraux, etc., je vais vous proposer d'examiner le travail en cours de production culturelle, qui est un travail en chantier et qui est le fait principalement de personnes situées un peu à la marge ou à la périphérie, les féministes, c'est-à-dire des personnes minorisées, pas minoritaires, hein, mais minorisées en tant que femmes. Voilà, alors j'en arrive à ma première partie. Alors excusez la mauvaise qualité du document, je l'ai pris sur Internet, mais je trouvais que même cette photo un peu floue, c'était pas plus mal parce que finalement, crever le plafond de verre, ça relève encore du mirage, plus que de la réalité. Donc ce que je vais faire dans cette première partie, c'est examiner la place des femmes en tant que travailleuses, hein, dans les secteurs que j'ai choisi d'examiner aujourd'hui, à savoir l'enseignement et la culture. Alors, vous savez, elles sont très nombreuses dans ces secteurs et elles subissent des discriminations de toutes sortes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais me limiter au phénomène du plafond de verre, qui est une des discriminations qu'elles subissent. Il y a les écarts de salaire, il y a le fait qu'elles n'occupent pas les mêmes segments que les hommes dans ces marchés de travail, etc. Donc, je vais me limiter au plafond de verre, vous donner quelques chiffres qui proviennent d'une publication de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Alors, je vous les lis. La proportion de femmes actives dans le secteur de l'enseignement est de 63%, et leur proportion parmi les directions est de 47,3%. La proportion de femmes actives dans le secteur art, spectacle et activités récréatives est de 43,8%, et leur proportion parmi les directions est de 30,1%. Alors, je ne vous ai pas mis les tableaux parce que c'était vraiment trop compliqué. J'ai juste choisi 2 exemples parlants et je n'ai repris que les secteurs enseignement d'une part et art et culture d'autre part parce qu'il y a beaucoup de femmes actives dans ces secteurs. Mais on constate partout, sauf dans tous les secteurs, je veux dire, de la vie économique, on constate partout, sauf en ce qui concerne l'information et la communication, où il y a moins de femmes, on constate toujours le même phénomène de déficit en défaveur des femmes. Donc un déficit en moyenne de 25%, mais ici, pour l'enseignement et pour le secteur culturel, il est de 30%. Alors ces chiffres, ils ont le mérite de faire voir ce qu'on ne remarque pas, de rendre visible ce qui allait de soi, ce qui était évident, et de lui donner un nom, le plafond de verre. Le plafond de verre, d'ailleurs, ceci dit, comme le harcèlement sexuel au travail, par exemple, ou bien comme... qu'est-ce qu'il y a encore comme autre exemple ? Enfin bon, le plafond de verre comme le harcèlement sexuel au travail, c'est des phénomènes qui existent depuis toujours, depuis que les femmes, en fait, travaillent à l'extérieur du foyer. Mais la société ne les percevait pas. Et même parfois, les femmes ne les percevaient pas. Donc le terme même n'existait pas, ça n'avait pas de nom. Comme disait Betty Friedan, le problème n'a pas de nom. Et donc il a fallu la pression des mouvements féministes et des responsables politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, c'était des femmes politiques, mais aussi des hommes et des femmes dans l'administration. Il a fallu toute cette pression-là pour obtenir des chiffres qui n'existaient pas. Et à cet égard, je souligne l'impact des Nations Unies et de l'Union européenne, parce que ces 2 institutions ont quand même pas mal contraint les États à déségréguer les statistiques, c'est-à-dire à obliger les États à avoir des statistiques ventilées. Bon, on n'a pas encore tout ce qu'on voudrait avoir, mais c'était juste pour vous rappeler que ces chiffres, qui sont quand même très indispensables pour faire voir les choses, ont été arrachés de haute lutte. Alors, encore quelques chiffres. Alors là, ces données-là, qui sont des données quantitatives, elles proviennent d'un exposé fort intéressant que Alexandra Adriaansens et Audrey Hein avaient donné il y a pas longtemps, au début du mois de juillet. Ce sont des données sur le secteur culturel et ils ont donné ces informations lors d'une semaine d'études de vie féminine sur le thème de la culture, justement. Et dans leur introduction, elle disait justement qu'elle mettait l'accent sur le fait qu'il n'existe pas de données structurelles concernant la place des femmes dans le secteur culturel. Il faut vraiment glaner des informations ici et là, et il est impossible d'avoir une vision globale. Enfin, quelques chiffres quand même, que j'ai repris de cet exposé. Dans le secteur non marchand, on trouve
Ce sont des travailleuses et des travailleurs. Hein. 5306 femmes, 3167 hommes. Et dans les CA de ce secteur non marchand, par exemple, ASBL Culture, Sport et Loisirs, vous trouvez 30% de femmes. Et Point Culture, c'est amusant de vous le signaler, à Point Culture, il y a moins de 25% de femmes dans le CA. Quant au poste à responsabilité, 36% de femmes dans ce secteur non marchand, et ça va de 0%, devinez, au Comité olympique international belge, à 50% à la médiathèque. Donc il y a quand même une très très grande différence d'un secteur à l'autre. Voilà, et pour terminer, je vous donne 3 exemples d'institutions qui ont vraiment pignon sur rue et une renommée internationale. Charleroi Danse, Théâtre National, Orchestre Philharmonique de Liège, qui sont tous les 3 dirigés par des hommes. Et sur 115 centres culturels, il y en a 45 dirigés par des femmes, soit 39%. Alors voilà pour la culture. Maintenant, pour l'enseignement, j'ai choisi de vous parler de l'université parce que nous avons là, grâce aux études qui ont été réalisées récemment, pas mal de données non seulement quantitatives mais aussi qualitatives. Ici, vous avez un tableau qui reprit de nouveau, je crois, de femmes et hommes en Belgique, les statistiques de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, et on vous montre avec ce diagramme en bâtonnet que le pourcentage de femmes dans le personnel académique baisse avec le niveau. Alors vous avez le niveau D, celui qui est tout à fait à droite. Donc parmi les assistants et les chercheurs prédoctoraux, c'est le degré D, 48% sont des femmes, quasi la parité, hein, quasi même nombre. Degré C, par contre, ce sont les chercheurs post-doctoraux, donc on est après le doctorat. Là, il n'y a plus que 31% de femmes. Et leur part se réduit à 25% parmi les enseignants. Donc quand on est nommé enseignant ou maître assistant, à ce moment-là, il n'y a plus que 25% de femmes. Et quand on est au top de la hiérarchie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les professeurs ordinaires dans les universités francophones, là, il n'y a plus que 11%. Alors je vais vous montrer un autre tableau que je trouve peut-être plus parlant. On appelle ça le diagramme en ciseaux. Et ça vous montre bien que, vous voyez que à gauche, bon, c'est 2 espèces de tenailles comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce diagramme en ciseaux est proposé par Daniel Mulders, qui a dirigé une étude récemment, Alma Mater Homo sapiens numéro 2. Il y avait eu une première étude, Alma Mater Homo sapiens, je pense la première avait été réalisée en 2003, voilà, en 2003, la deuxième en 2011. Donc c'est intéressant parce on peut comparer les chiffres entre 2003 et 2011. Donc les pointillés ici renvoient à 99 et les lignes pleines renvoient à 2009. Donc c'est 10 ans d'intervalle. Vous voyez que la forme générale n'a pas vraiment changé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a autant d'étudiantes que d'étudiants au départ, en première candidature. Ça, c'est tout à fait à gauche, vous voyez. Et en gros, le nombre d'étudiantes est égal au nombre d'étudiants à l'université. Il y a un premier point où tout d'un coup les deux lignes se séparent, ou s'inversent, garçons et filles. En 99, c'était au moment où ils entament des études de 3e cycle, et en 2009, c'est au moment où elles deviennent assistantes. Donc on a très bien pu repérer finalement les lieux précis où tout d'un coup, ce qu'on appelle l'attrition des femmes, c'est-à-dire la disparition des femmes, l'évaporation des femmes se produit. Donc la féminisation de la population étudiante ne se traduit absolument pas par une hausse du pourcentage des femmes aux échelons les plus élevés, parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que même si il y a progression à tous les échelons, le stade de professeur ordinaire reste quand même un bastion quasi imprenable. Donc ce plafond de verre, il est bien solide, et il bloque les femmes dans tous les domaines, et on a envie de dire, bon, assez, la barbe. Et effectivement, c'est ce que disent un collectif appelé La Barbe. Peut-être vous avez entendu parler de ce collectif français qui s'appelle La Barbe. Alors, je trouvais que c'était tellement chouette, cette petite photo. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Elles existent depuis 5 ans, et elles ont déjà perturbé 163 réunions, colloques et autres, dans tous les domaines, dont l'enseignement supérieur. Ici, sur la photo, c'est le cas. Elles sont dans un amphi. Vous voyez le tableau noir derrière. Et vous voyez les socles qui portent les bustes de savants vénérables. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit, mais enfin ça, peut-être vous savez. Et donc vous avez peut-être entendu parler d'elles. Elles font irruption en portant une barbe postiche et en lisant un tract plein d'humour
et d'ironie dans lequel elle dévoile les pourcentages d'hommes à la tête de ces domaines et leur pourcentage dans le domaine lui-même. Et elles disent d'ailleurs que la première composante de la domination masculine réside souvent dans les chiffres. Donc leur irruption, comme celle de Fawzia Harish, dont je vous parlais tout à l'heure, me réjouit profondément. Elle met vraiment les pleins feux sur l'incongruité de ce petit cercle d'hommes. Elle rend inacceptable l'existence de cette « old boys net », comme disent les anglo-saxons, de ce réseau de cooptés qui se réservent le pouvoir dans tous les domaines, y compris dans les domaines où les femmes sont nombreuses comme travailleuses ou bien comme utilisatrices. Et donc l'enjeu est énorme en termes de changement social. Parce que nous n'avons pas grand-chose à attendre des gens bien en place qui n'ont pas d'intérêt à changer. Les initiatives transformatrices viennent, d'ailleurs, comme je vais vous le montrer, elles viennent d'ailleurs. Pour conclure cette première partie, j'ai envie de dire, en paraphrasant Colette Guillaumin, qui était une sociologue féministe que j'aime beaucoup, elle écrivait « Penser un fait, c'est déjà le changer ». Et on pourrait dire avec la barbe « Penser le plafond de verre, c'est déjà le changer ». Le voir, le rendre visible, questionner sa légitimité, ou plus exactement son illégitimité, c'est commencer à imaginer de le briser. Alors, je vais passer à la deuxième partie, qui est l'enseignement à l'épreuve du genre. Alors, vous voyez, quand on passe de là à là, c'est assez amusant. Alors ici, bon, j'ai pas résisté quand j'ai vu cette image. Évidemment, j'aurais pu vous en proposer une autre. J'étais un peu méchante, je reconnais que quand on va sur les sites des universités, maintenant, on a fait des gros efforts et que vous voyez des images de femmes, d'hommes, de nationalités différentes, de cultures différentes, etc. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus politiquement correct que ça ne l'était il y a 10 ans. Mais là, voilà, j'ai pas résisté. L'image était trop belle. On est à Liège en 2009 et c'est la séance académique de rentrée. Vous savez que c'est la séance où on accorde en général des doctorats honorifiques. Alors vous avez ici c'était la musique, je crois. C'était une séance où on remettait les insignes du docteur honoris causa à 7 représentants majeurs de la musique contemporaine. Et ce sont effectivement tous des gens tout à fait passionnants. Vous reconnaissez Dirk Hanegarn, Anthony Braxton, Archie Shepp. Vous remarquez que certains docteurs sont afro-américains, mais pas de femmes. Donc, il faut supposer que Joan Bass, Patti Smith, Barbara étaient absentes ce jour-là ou n'étaient pas libres. Bon, trêve de plaisanterie. Revenons à nos moutons. Si je vous ai montré cette photo, c'était pour introduire cette question de l'université et des hommes aux commandes dans les universités, parce qu'ils ont une influence décisive sur la définition des domaines scientifiques, ça c'est une chose, sur la hiérarchie des chercheurs et des chercheuses à l'intérieur de chacun de ces domaines, et sur l'allocation des ressources. Bon, je vais quand même, en dépit du relooking des universités, quand je vous parlais des sites qui sont effectivement des sites beaucoup plus accueillants maintenant à l'égalité des sexes et à la diversité, en dépit de ce relooking, la dimension masculine structure encore toujours le monde universitaire. Et là, je voulais vous citer une phrase de Isabelle Sengers, professeure à l'ULB, retraitée maintenant, enfin émérite maintenant. On pourrait dire que la carrière a été conçue pour les hommes, et même pour les hommes bénéficiant du soutien de celles qui tiennent la maison, s'occupent des enfants, leur épargnent les soucis pratiques et leur permettront de passer des nuits blanches au laboratoire et de s'absenter lors des nombreux stages et déplacements à l'étranger que suppose la carrière d'un chercheur. Alors je trouve que c'est une phrase qui résume vraiment à merveille l'image de la carrière universitaire telle qu'elle est, c'est pas l'image de la réalité, c'est l'image telle qu'elle est entretenue par l'université. C'est la culture de la maison, l'éthos qui implique une disponibilité presque héroïque. Il faut être capable d'une activité intense. Vous savez que la norme de 50 heures de travail par semaine est acceptée par la majorité des chercheurs et des chercheuses. Il faut être prêt à voyager régulièrement et fréquemment à l'étranger. Alors l'étude que j'ai citée de plus haut, la Alma Mater Homo sapiens, s'interroge sur les causes des inégalités observées et fait l'hypothèse que les causes renvoient non seulement aux femmes elles-mêmes, parce qu'il y a toute une littérature qui insiste sur l'inégale division des tâches ménagères et éducatives qui pèsent sur les trajectoires professionnelles des femmes, etc. Donc c'est vrai, mais on peut rechercher les causes aussi, pas seulement du côté des femmes, mais du côté du modèle masculin véhiculé et privilégié dans les universités et à leur mode de fonctionnement. Et c'est sur ce mode de fonctionnement que je voudrais m'arrêter un petit moment.
Voilà, les critères et les procédures. Hein, comment ce plafond de verre se met en place dans les universités. On commence à savoir un petit peu mieux comment ça se passe. Le discours de l'excellence est omniprésent dans les universités. L'université engage les meilleurs, quel que soit leur sexe. J'ai entendu cette phrase des milliers de fois. Il faut savoir que les membres des commissions de sélection et de nomination sont vraiment intimement convaincus, donc ce n'est pas des hypocrites, hein, ils sont intimement convaincus de l'objectivité et de l'impartialité des procédures. Et tout le travail du genre, enfin tout le travail, je dirais, de sensibilisation qui est à faire, consiste à leur faire prendre conscience des biais subtils dans l'évaluation, dont par exemple les biais des critères de l'excellence. Alors, comment est-ce qu'on évalue le meilleur candidat ou la meilleure candidate ? Selon l'étude Alma Mater, Homo sapiens, je cite, l'excellence se définit presque exclusivement en termes de recherche. Les qualités relatives à l'enseignement ne sont en général pas prioritaires. Vous savez que dans les missions de l'université, il y en a 3. Il y a recherche, enseignement et service à la collectivité. Donc c'est la recherche qui prime. Alors quand on engage un assistant ou quand on nomme un professeur ou une professeure, on ne s'intéresse pas trop à ses qualités pédagogiques. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a souvent des profs qui sont peut-être de bons chercheurs, mais plutôt de piètres enseignants. Les critères de l'excellence, quels sont-ils ? Tout d'abord, le nombre de publications. Plus le nombre que la qualité. La qualité intervient aussi, mais c'est surtout le nombre de publications. Ensuite, la mobilité internationale, hein, c'est-à-dire le nombre de stages, de colloques à l'étranger. Par exemple, un post-doc à l'étranger est devenu vraiment une exigence minimale dans la carrière enseignante. Alors, ce sont des critères qui désavantagent systématiquement les femmes. Elles publient moins, ça ce sont les faits et les chiffres, elles publient moins et elles se déplacent moins à l'étranger. Alors, toujours selon l'étude citée, 57% des femmes et 11% des hommes estiment que les femmes ont besoin d'une production scientifique supérieure à celle des hommes pour un avancement identique dans la carrière. Alors, il n'y a pas que les critères qui sont défavorables aux femmes, il y a aussi le fonctionnement des commissions de nomination et de promotion. On a constaté que l'évaluation des qualifications académiques et universitaires et que les interviews des candidats ne sont absolument pas exempts de préjugés sexistes, de stéréotypes sexistes. Par exemple, ça c'est un chercheur qui a donné toute une série d'exemples. Le fait d'être jeune est synonyme d'inexpérience pour une femme, alors que le jeune candidat est considéré comme un chercheur prometteur. Vous savez, c'est un poids, deux mesures. Hein. Dans les commissions, l'allusion à la disponibilité temporelle géographique est plus souvent évoquée quand on traite du dossier d'une candidate. La faible maîtrise de la langue d'enseignement est considérée comme et pénalise les candidates, mais ne pénalise pas les candidats. Et la vulgarisation scientifique par les femmes est dévalorisée, tandis que la vulgarisation scientifique des hommes est vue comme un instrument de promotion de l'université. Voilà. Alors, transformer l'université comment ? Ce que je voulais dire par rapport, je reviens à mon plafond de verre, le combat contre le plafond de verre, il a du sens. Parce qu'il touche à des aspects de l'université qui concernent non seulement la communauté universitaire, mais la société dans sa totalité, dans son ensemble. Parce que ce combat pourrait provoquer des changements, je pense, salutaires, mais pour tout le monde, hein, pour les femmes et pour les hommes. La critique, par exemple, la critique des critères de l'excellence, les critères actuels de l'excellence. Je vous ai dit, nombre de publications, mobilité internationale. Hein. La critique des critères de l'excellence, elle est porteuse de changements appréciables. Tout d'abord, des conditions de travail. Il faut savoir, je pense, par exemple, je pense en particulier ici à la pression à la publication et à contrainte au déplacement à l'étranger. Quand on voit les enquêtes auprès du corps enseignant, tout le monde se plaint de la pression et du stress lié au travail, des difficultés liées à la publication, de la lourdeur des tâches administratives. Et il y a de plus en plus de jeunes chercheurs, et pas simplement de jeunes chercheuses, qui revendiquent d'avoir une vie privée qui ne soit pas envahie complètement par l'université et qui estiment qu'on peut faire de la bonne science ou de la bonne recherche sans nécessairement y passer 50 heures semaine. Ce qui nous amène à un deuxième effet, je dirais, de la critique des critères actuels de l'excellence,
qui est la qualité des savoirs produits. La qualité des savoirs produits, elle ne tient pas seulement aux 50 heures de travail, elle tiendrait aussi au travail de groupe, en équipe, à l'interdisciplinarité, à la diversité des équipes pédagogiques, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens d'origine différentes, etc. Toute cette diversité est favorable à l'émergence d'hypothèses fécondes. Et quant aux missions de l'université, ça c'est le dernier point, contester ces missions, elles sont bien hiérarchisées. Je vous ai dit tout à l'heure que les missions de l'université étaient de 3 types. Il y avait la recherche, l'enseignement et le service à la collectivité. Elles sont très hiérarchisées, ces missions. C'est-à-dire, je vous ai dit que ce qui est le plus important, c'est la recherche. La recherche, c'est vraiment au sommet. Et donc, si on veut faire éclater ce plafond de verre, il faut s'attaquer à toutes ces hiérarchies du système. Et ici, je pense, l'analyse féministe rejoint les contestataires de l'université néolibérale, celles et ceux qui se dressent contre la marchandisation de l'université, qui fait que les thèmes de recherche, par exemple, sont définis en fonction des intérêts de multinationales, souvent, qui financent des chaires dans les universités, c'est de plus en plus souvent le cas, et non en fonction de l'utilité sociale. Donc, un renversement des critères, des missions, enfin de cette hiérarchie des missions. Et je pense par exemple au mouvement de Slow Science qui se développe en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre aussi d'ailleurs. Ce sont des mouvements, qu'il s'agisse de féminisme ou de Slow Science, sont des mouvements qui restent très minoritaires, mais je pense que c'est important parce qu'ils entament peu à peu la perception, les grilles de perception qui ont été façonnées par des siècles de domination masculine. Et à cet égard, je pense qu'il constitue ce que j'appelais au début là, de mon exposé un travail en cours de production culturelle, au sens où il participe sur un mode dissensuel à la création d'un monde commun. J'ai repris ce terme de dissensuel à Édouard Delruel, celui qui était à la séance de la Ligue, là, dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il définit la culture, je vous cite, c'est vraiment intéressant, je vais revenir à ça tout à l'heure, il définit la culture comme un mode d'activité de participation dissensuelle à la création d'un monde commun. L'instauration d'un monde commun, écrit-il, est indissociable de sa contestation et de sa réinvention continuelle dans toutes ses dimensions. Voilà, j'en arrive à la troisième partie et dernière partie, la culture à l'épreuve du genre. Alors voilà, ça c'est une image qui évoque le cinéma, c'est pour ça que je l'ai choisie. Je l'ai reçue par mail il y a quelques jours avec le palmarès de la 29e édition du Festival international du film francophone. Alors, je l'ai choisie parce que je voulais vous parler de cinéma dans cette dernière partie, mais aussi parce que j'ai eu un choc, encore un, en lisant le palmarès, comme on pouvait s'y attendre. 5 femmes et 19 hommes ont reçu des prix. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pourquoi le cinéma? Parce que j'ai été impliquée dans des projets féministes dans ce domaine et que donc c'est pour moi l'occasion de poser la question des femmes comme productrices de culture. Donc je ne vais pas revenir sur les mécanismes qui font que les femmes dans le monde de l'art ou du cinéma disparaissent, exactement comme à l'université, du jeu de la création ici, à mesure que l'espace de consécration est haut placé dans la hiérarchie. Ça se passe exactement comme dans le diagramme en ciseaux. Il y a beaucoup d'étudiantes dans les écoles d'art et de cinéma. Et puis, le nombre de professionnels va diminuant, oscillant entre 10% dans le plus mauvais des cas, 30% dans le meilleur des cas, quand on parle de manifestations culturelles internationales, genre des festivals, des prix littéraires, des expositions, etc. Donc, je vais plutôt vous parler de 2 actions féministes, 2 interventions dans le monde du cinéma, qui sont le Festival du film de femmes et le prix Cinégalité. Alors, le Festival du film de femmes, voilà, ça ce sont 3 affiches d'éditions précédentes. Elle tourne, c'est le nom de ce festival, qui en était cette année à sa 7e édition. Vous voyez ici des affiches de 3 d'entre elles. Alors, le Festival du film de femmes et le prix Cinégalité, dont je vais parler dans un moment, sont étroitement liés, puisque l'objectif dans les 2 cas consiste à encourager la prise de conscience autour de la question du genre dans le monde du cinéma et à soutenir des productions cinématographiques susceptibles de transformer notre vision du monde. Et pourtant, le festival diffère des prix parce qu'il a fait un choix délibéré qui est de soutenir la création des femmes et donc de ne programmer que des films réalisés par les femmes. Alors vous me direz, un ghetto ?
Un ghetto, c'est ce qu'on a dit souvent de ce type de manifestation. Moi, je vous proposerais de voir ça autrement. Non pas comme un ghetto, mais tout simplement comme une réponse aux problèmes très concrets qui découlent de toutes les formes de discrimination ou d'exclusion directe et indirecte que subissent les réalisatrices. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus parce qu'il y a assez de constats. Je vous renvoie à une recherche exploratoire qui a été faite par le festival Elle Tourne justement et qui se trouve sur son site. Je dirais que le festival n'est pas un ghetto, mais plutôt un espace multifonctionnel. C'est un espace de monstration, c'est-à-dire que là, enfin, on peut voir des films de femmes. On ne les voit pas dans le cinéma, on ne les voit pas à la télévision, ou pas assez. Ça fonctionne un peu comme le salon des refusés, jadis, hein, dans les milieux des arts plastiques. Ensuite, il suffit de jeter un coup d'œil sur les programmations et vous verrez que le festival est un lieu d'échange, accueillant et stimulant, où les pratiques artistiques renouent avec la communauté, tout à fait dans l'esprit, je dirais, des pionnières du féminisme. Je pense par exemple aux artistes féministes américaines des années 70. Eh bien, elles estimaient que l'art des femmes pouvait susciter des prises de conscience libératrices. Et c'est pour cette raison que les organisatrices du festival tiennent à impliquer le réseau associatif, féminin et féministe, dans la présentation de films ou dans la modération des débats sur des thèmes portés par les associations. Je vous suggère de regarder le programme, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc le festival est tout à fait aux antipodes d'un événement culturel élitiste ou commercial. Il mêle production artistique, activisme militant et information scientifique. Et puis c'est aussi un espace de réseautage. Pas négligeable, le festival consolide ce petit cercle des femmes qui est en train d'émerger et qui est crucial quand on est dans la marge et qu'on tente, c'est crucial quand on est dans la marge et surtout quand on essaie d'élaborer à partir de cette position inconfortable un regard critique et prospectif par rapport au monde. Voilà, et finalement, j'ai envie de dire que ce festival est une action positive par excellence transitoire, hein, elle doit s'arrêter le jour où les problèmes que l'on veut résoudre sont résolus, c'est-à-dire que tant que les films de femmes n'auront pas leur place dans les cinémas, à la télévision et ailleurs, ce festival restera nécessaire, mais que je voudrais quand même dire que notre objectif n'est pas de créer une autre culture, hein, une culture qui serait une culture féminine spécifique, etc. Pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est d'investir l'espace symbolique en y apportant un regard, je vais dire, situé. J'emploie cette expression qui est employée en général dans un autre contexte, mais un regard situé, c'est un regard ancré dans l'expérience et dans la conscience qu'ont certaines réalisatrices de leur situation. Un regard qui leur permet de développer une capacité de voir le monde différemment. Et le festival a le mérite d'encourager ce regard et de postuler que ce n'est pas un regard qui intéresse seulement les femmes, mais qui fait sens pour tout le monde. Je reprends ici l'expression de Françoise Collin, que j'aime beaucoup. Il a donc une dimension universelle. Ça, c'est la première intervention dont je voulais vous parler. Et la deuxième et la dernière, c'est le prix Synégalité. Alors là, vous voyez la rotonde du Botanique, où a lieu chaque année la remise de ce prix, ou plus exactement des prix, parce qu'il y en a deux. Il y a un prix Synégalité et un prix Cinéma-Collègue. C'est donc toute la Belgique qui est couverte par ces prix. Et les prix aussi, il faut les voir comme des interventions dans des lieux qui fabriquent des producteurs et des productrices de culture, à savoir les écoles de cinéma, donc les écoles audiovisuelles. C'est l'enseignement supérieur audiovisuel. C'est un milieu peu conscient, jusqu'à présent, de l'existence d'une problématique de genre, et un milieu de formation qu'il s'agissait donc de sensibiliser. Ça, c'était l'objectif des prix Synégalité et Cinéma-Collègue, le prix qui récompose une étudiante ou un étudiant pour un film de fin d'études proposant une perspective innovante et non stéréotypée des femmes ou des rapports entre les femmes et les hommes. Alors, les films primés, vous avez un petit tableau ici. Donc vous avez Fédération Wallonie-Bruxelles à gauche, Flandre à droite. Alors, les quelques chiffres là que vous avez là, ce sont des chiffres que nous avons eus à partir de tout. Je vous ai dit 7 ans, hein, 7 ans de prix depuis le premier festival 2008, je crois, oui, c'est ça. Nous avons 7 années pour les films francophones et 5 années pour les films néerlandophones. Donc, si le nombre de lauréats dépasse le nombre d'années des prix, c'est parce que parfois il y a eu 2 lauréats. Des prix ont été attribués à 2 personnes au lieu d'une, ou bien il y a eu 2 prix au lieu d'un. Donc, il y a un petit peu plus de lauréats que un peu plus de films
Non, un peu plus de lauréats que de nombre d'années, c'est ça. Alors, ces quelques données-là montrent que les prix vont vraiment à l'encontre du système habituel, cinématographique, je veux dire. Ici, vous voyez que les réalisatrices l'emportent, le nombre de femmes réalisatrices l'emportent largement sur les hommes. Il n'y a que 3 hommes sur les 10 lauréats en communauté française et aucun du côté flamand. Alors, le fait que la majorité des lauréats soient des femmes s'explique en partie par nos exigences. On sait que les premiers films réalisés par des étudiants s'ancrent souvent dans l'expérience de ceux-ci, dans leur environnement familier. Donc, il n'est pas étonnant que les jeunes réalisateurs et les jeunes réalisatrices choisissent un héros ou une héroïne de leur sexe. Ça, c'est très très fréquent quand on regarde les films de dernière année. Or, un des critères que nous avions posés était la présence d'une femme dans le rôle principal, puisque c'est tellement rare au cinéma. Ce qui avait évidemment favorisé les réalisatrices et exclu de facto un certain nombre de films réalisés par des hommes, centrés sur un personnage masculin. Donc vous voyez bien la question des critères, à quel point elle peut jouer sur les résultats. Autre écart par rapport au monde du cinéma, où les femmes font majoritairement des documentaires. Ici, les étudiants, je trouve ça assez intéressant, les étudiants choisissent également les documentaires et la fiction. Parce qu'on a l'air de dire que les femmes les étaient faites pour le documentaire et pas pour la fiction. Ce n'est pas vrai, en tout cas au niveau des travaux des étudiants. Et enfin, le dernier point intéressant aussi, c'est que la majorité des films témoignent d'une sensibilité féministe. Je prends ça au sens très large, même lorsque les réalisatrices ne se déclarent pas féministes. Alors, j'approche maintenant de la fin. Voilà, ce sont 2 photos extraites de films primés. Gabrielle est une fiction à propos d'une jeune femme qui se prostitue pour la première fois, avant le film d'Ozon. Et l'autre photo montre une femme transgenre, qui est le personnage principal du documentaire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, ce sont des films qui mettent au centre des personnages féminins et qui ont aussi une approche de la thématique à partir de ce regard situé dont je vous parlais tout à l'heure. Gabrielle n'a rien à voir avec l'héroïne de Jeune et Jolie. Le film se termine d'ailleurs par un plan de Gabrielle qui nous regarde. Elle regarde vraiment le spectateur. C'est une chose qui en principe est tabou au cinéma. On ne regarde pas vers la caméra. Et on a vraiment l'impression qu'elle nous dit « Et maintenant, à vous de réfléchir ». Et quant au genre qui doute, c'est un portrait tout à fait émouvant et pénétrant d'une femme transgenre. C'est émouvant et pénétrant à cause de la capacité d'empathie de la réalisatrice, qui est une chose qui n'est pas non plus tellement courante dans le cinéma documentaire. Et donc je pense que si le prix a réussi un petit peu quelque chose, c'est à questionner les critères habituels qui définissent la valeur artistique et qui excluent les femmes de facto. C'est exactement comme les critères de l'excellence dont je vous parlais tout à l'heure. On dénigre certains sujets, des sujets femmes par exemple, avortement, violence contre les femmes, ça n'est pas très bien vu. On valorise par exemple l'aventure dans les espaces extérieurs plutôt que des drames qui se nouent dans l'espace domestique, etc., etc. C'est toute une échelle de valeurs implicites qu'il faut absolument subvertir. Voilà, et pour conclure, je vais citer une phrase de Françoise Collin, donc une féministe, une philosophe féministe qui nous a quittés beaucoup trop tôt à mon goût. Et je vous lis cette phrase: « La dissonance est une condition de devenir. Quand les individus s'identifient totalement au fonctionnement culturel en place, celui-ci ne peut que se répéter. La position forcément critique des femmes actuelles est garante de leur dynamique et de celle de la société. » Alors, il m'a paru important d'insister sur le... Donc d'abord, je voulais vous dire que vous voyez le mot dissonance. Ça m'amusait de reprendre cette citation parce que ça faisait écho avec le dissensuel de la manière dont Delruel définissait la culture, comme un mode de participation dissensuel à la création d'un monde commun. Ici, elle parle de dissonance. Alors dissonance ou dissensuel, ça renvoie bien à, je dirais, ce pouvoir créatif de quelque chose qui apparaît comme négatif, que Collin appelle dissonance, que Delruel appelle dissensuel. Parce qu'en fait, il nous arrive souvent qu'on nous reproche aux féministes d'être critiques, de mettre l'accent sur les victimes, d'insister sur les inégalités, de sans cesse remettre en question toutes les choses. Eh bien, et ça c'était mon objectif aujourd'hui,
J'espère vous avoir montré la force positive de la contestation et sa capacité d'invention. Tout ce qui a été présenté aujourd'hui, ce qui va être présenté cet après-midi, les ABC de l'égalité, tout le travail sur les outils dans l'enseignement, toutes les expériences de sensibilisation et même de formation des enseignants, tout cela, le module de sensibilisation dont on va vous parler cet après-midi, tous ces projets, toutes ces actions pour susciter la prise de conscience des stéréotypes de genre, pour combattre les inégalités à l'école, tout ce chantier ininterrompu de réflexion et d'action officielle ou marginale, eh bien, tout ça constitue pour moi des interventions féministes dans la culture. Ce sont, à mon avis, de véritables productions culturelles porteuses de changement. Et je vous remercie.